Bonjour à tous. Donc l'avantage déjà de passer tard dans la journée, c'est quand on a oublié des slides de présentation, on peut les rajouter. Parce que j'avais pas respecté la consigne. Donc voilà un bref background donc, sur mon parcours. Comme certains d'entre nous ce matin, donc forcément sportif à la base, et un parcours un peu atypique avec après un cursus académique jusqu'à un DESS. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années comme préparateur physique ou physiologiste auprès d'équipes nationales ou clubs professionnels. Et puis des questions de terrain m'ont ramené en fait sur les bancs de l'école où j'ai fait un doctorat un peu sur le tard pour justement approfondir certaines connaissances, en particulier sur le stress environnemental. Et maintenant, je suis chercheur à l'INSEP. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais voilà, et un travail intéressant avec une thématique qui est toujours porteuse, donc dans un premier temps, toujours chercher à comprendre les mécanismes de certaines études et d'avoir surtout des applications pratiques qui puissent être utiles sur le terrain. Donc, mes axes principaux de recherche, les mécanismes de résistance à la fatigue, et puis le développement en fait, de méthodes d'entraînement innovantes qui permettent justement de mieux résister à la fatigue et d'optimiser la performance. Donc c'est donc le but de cette présentation d'utiliser en fait le stress environnemental. Donc comme depuis les Jeux de Mexico en 1968, il y a eu de nombreuses utilisations, et vous pouvez le voir sur ce panorama, l'utilisation de l'entraînement en altitude pour optimiser la performance. Donc classiquement via des méthodes traditionnelles qui consistent à vivre et s'entraîner en montagne, ou alors vivre en montagne et s'entraîner en plaine, donc soit de façon naturelle, soit de façon simulée. Et puis depuis quelques années, un intérêt grandissant pour certaines méthodes, comme vous pouvez le voir, tout ce panorama d'exercices qui est réalisable en fait en restant au niveau de la mer, où on va rajouter un stress hypoxique pour induire des adaptations. Et en particulier, surtout dans les sports collectifs ou sports intermittents, cette nouvelle méthode qui a été développée par le groupe de recherche de Grégoire Millet à Lausanne, la répétition sprint en hypoxie, donc qui consiste à réaliser des efforts très brefs, à intensité maximale, avec des récupérations incomplètes pour optimiser en fait les qualités physiques, en particulier l'habilité à répéter les sprints. Donc ça peut être fait en conditions naturelles, mais aussi en conditions standardisées de laboratoire, donc soit sur ergomètre, soit en conditions un peu plus écologiques, si on a un peu de moyens financiers, en utilisant du matériel qui permet de courir, par exemple, comme c'est le cas ici, sur un terrain, naturel ou synthétique, avec crampons. Donc cette méthode est utilisée par de nombreuses équipes pour optimiser la performance et s'appuie sur des évidences scientifiques, puisque même si c'est relativement récent, il y a eu quand même un bon nombre d'études qui ont travaillé sur le sujet. Et nous, on s'est permis de faire une méta-analyse. Donc ça nous permet de combiner en fait les effets des différentes études, qu'elles soient positives ou négatives, et d'en tirer un indice combiné. Donc là, vous pouvez le voir ici, un indice positif, bénéfique, en faveur de cette nouvelle méthode de répétition sprint en hypoxie, sur un facteur clé de la répétition sprint, donc le temps cumulé ou le temps moyen. Et puis, bien que non significatif, vous avez un effet également bénéfique sur la meilleure perf de sprint, et également sur les qualités aérobies, notamment via la consommation maximale d'oxygène. En rugby, il y a eu quelques études, donc chez les joueurs masculins. Tout d'abord, Galvin en 2013, qui a montré qu'avec 12 séances RSH, on pouvait améliorer, tout comme à l'entraînement normoxique, le temps total parcouru sur un test de répétition sprint. Et à l'inverse, on avait des effets meilleurs en utilisant cette nouvelle méthode pour améliorer les qualités aérobies via le Yo-Yo Intermittent Recovery Test niveau 1. D'un autre côté, vous avez Hamlin, plus récemment, qui a montré sur des joueurs élites qu'on avait un effet positif de ce type de méthode pour améliorer la répétition de sprint, et à l'inverse, des effets peu concluants en fait, sur le même test aérobie. Donc il y a encore débat sur les effets, même si on sait qu'on a des effets quand même relativement positifs. Par contre, au niveau du rugby féminin, encore aucune étude a été réalisée à ce jour, et seulement une étude en utilisant des joueuses de lacrosse
avait montré des effets similaires, donc un effet bénéfique sur la répétition de sprint en utilisant donc le stress environnemental, le stress hypoxique. Sur la méta-analyse, toutes les études qui ont été réalisées, dans la plupart des cas, utilisent une altitude simulée de l'ordre de 3000 mètres. Or, on a pu constater sur des expérimentations en aigu qu'avec un stress plus important, donc hypoxique, avec une altitude plus élevée, on avait une diminution de la distance parcourue. Par contre, lorsqu'on mesurait la fatigue à la suite de ce type d'exercice, donc avec des stimulations neuromusculaires, on pouvait constater, comme vous pouvez le voir là, que c'est l'hypoxie la plus sévère qui induisait en fait le développement de fatigue périphérique les plus importantes. Dès lors, on peut se poser la question de savoir quelle est la balance en fait entre l'augmentation des perturbations métaboliques et le maintien d'une certaine qualité d'entraînement pour optimiser les gains de performance. Donc pour ce faire, on a mené une étude grâce à la Fédération de rugby avec les collègues d'Aspetar au Qatar et l'INSEP, donc sur l'utilisation d'un nouveau paradigme d'entraînement RSH qui va chercher justement à voir si on peut optimiser la performance. Donc pour ce faire, voilà, on a choisi non pas d'utiliser un stress hypoxique classique, 3000 mètres, et qu'on fasse les efforts ou la récupération, tout se passe à 3000 mètres, on a décidé d'utiliser donc un stress plus sévère en portant la dose hypoxique à 5000 mètres lors des exercices. Par contre, les récupérations passives entre les séries se passaient en normoxie. Donc l'idée, bien évidemment, c'était d'optimiser les adaptations à l'entraînement pour améliorer les qualités physiques des joueuses, en particulier composante répétition de sprint. Donc pour ce faire, on a eu accès, grâce au staff technique, aux joueuses de l'équipe nationale de rugby à 7, donc 24 joueuses qui ont été réparties en deux groupes de façon randomisée. Donc soit un groupe RSH, donc l'utilisation du stress hypoxique pendant l'effort de sprint répété, soit un groupe qui faisait le même type d'entraînement en normoxie au niveau de la mer. Ça consistait donc sur l'ensemble du microcycle, c'était un microcycle de 2 semaines, sur l'ensemble des 2 semaines, à l'ajout de 6 séances spécifiques, donc en complément de toutes les séances de rugby et de préparation physique. Et l'exercice en lui-même consistait à répéter donc 4 séries de 5 sprints de 5 secondes, 25 secondes de récupération passive et 5 minutes entre les récupérations sans temps. Donc là, vous le voyez sur la vidéo, sur Wattbike, vous pouvez bien constater que les filles se donnent bien. Voilà. Et pour le groupe RSN, tout se passe au niveau de la mer. Pour le groupe RSH, donc vous avez bien compris, une série à 5000 mètres, récupération au niveau de la mer, etc., etc. Donc vous allez le voir sur la vidéo. Donc puissance développée, collectée au cours des entraînements, les ressentis, mais ça je ne vous le présente pas aujourd'hui. Et pendant les phases de récup, elles sortent des chambres environnementales pour rentrer à nouveau et donc réaliser les séquences suivantes. Voilà. En termes de tests, c'est un peu inversé, mais donc premièrement un test de vitesse et en même temps on a utilisé les radars pour déterminer, comme l'a présenté Jean-Benoît, les profils de force-vitesse. Donc sur une distance de 50 mètres avec des temps intermédiaires à 10, 20 et 30. Puis, vous l'avez vu sur la vidéo qui s'est déroulée, que je ne peux pas relancer, je crois, c'est ça. Des tests, un test de répétition de sprint, donc 8 fois 5 secondes avec 25 secondes de récup. Et enfin, un test intermittent, donc le yo-yo intermittent recovery test, mais niveau 2. Les résultats, vous allez le voir, sont assez faciles à comprendre, puisqu'on n'a aucune différence significative entre l'avant-test, l'avant-intervention et la post-intervention, peu importe le temps de passage sur les performances en vitesse, aucune différence, donc ce n'est pas très lisible, mais aucune différence sur le profil force-vitesse post-intervention en comparaison aux valeurs pré-intervention, que ce soit pour le groupe RSH ou RSN. Au niveau de la répétition de sprint, je ne vous présente qu'une seule valeur, c'est la distance parcourue en fait, pendant 5 secondes d'effort. Vous pouvez le constater, il y a un léger gain, mais non significatif pour les deux conditions.
Donc sur le premier sprint qui correspond donc à la meilleure performance, en général le premier sprint, et puis sur l'ensemble des sprints cumulés, donc de 1 à 8, voilà, avec une distance donc, qui reste équivalente, peu importe les groupes et peu importe l'intervention. Enfin, sur les qualités aérobies, on a un léger déclin, mais pareil, pas de différence significative post-intervention. Donc, en termes de discussion et conclusion, est-ce que le stress hypoxique est trop important pour justement avoir induit des adaptations? C'est la question qu'on pourrait se poser, et vu les résultats, l'interprétation qu'on pourrait donner, puisque ce stress hypoxique étant trop important, on aurait pu nuire en fait à la qualité d'entraînement. Donc première suggestion, mais en même temps, puisque l'entraînement de rugby était concomitant en fait pendant ce camp d'entraînement, il y avait 16 entraînements de rugby, on peut estimer qu'il y avait certainement une fatigue induite, voilà, puisque en même temps, si vous l'avez pu le constater, sur le groupe RSN, on a exactement la même tendance, alors que logiquement, dans les deux conditions, on améliore aussi la performance dans les deux cas. Donc juste pour conclure, montrer que cette fatigue résiduelle, elle est fort probable et que malheureusement, vu les contraintes de calendrier de l'équipe nationale, on n'a pas pu mesurer les performances après 15 jours ou 21 jours, et on aurait pu certainement constater des gains de performance, comme on a pu le montrer ici, à titre d'exemple, sur un case study qu'on a publié très récemment sur un tennisman donc professionnel qui a fait le même type d'entraînement, non pas à 5000 mètres, mais à 3000 mètres, mais avec un stress plus important en termes d'exercice. On leur faisait faire un travail en navette courue, donc plus contraignant au niveau du système locomoteur. Et immédiatement après les 2 semaines d'intervention, vous le voyez là, aucun gain, que ce soit sur les sprints uniques, la répétition de sprint, ou bien même un décrément en termes de qualité aérobie. Par contre, après 21 jours, tout s'est inversé et on a pu observer ce qu'on observe classiquement avec un entraînement de répétition de sprint. Je vous remercie et je tiens